merci à tous les intervenants. Merci aussi surtout aux élèves de la classe. Merci pour leur soutien. Et on va aller rapidement, puisqu'il s'agit de ce qu'on connaît et qui domine présentement l'actualité. Et je vais parler de cette question qui est en train de ronger les mémoires du PPACI. Et moi, je crois que ce n'est pas une surprise, et puisque nous avons eu le même cas ici en Côte d'Ivoire. Et je vais prendre les élections de 2010, que nous avons eu du temps à préparer. Et ces élections ont connu le même déroulé que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Je vais parler, bien entendu, de la révision de la liste électorale. Et bien, avant d'arriver à cette révision, il va falloir établir des cartes nationales d'identité. Lesquelles cartes nationales d'identité qui vont vous permettre de vous inscrire sur la liste électorale. Et en 2009, il avait été demandé à l'État de Côte d'Ivoire de lancer le processus et de permettre aux Ivoiriens d'obtenir cette pièce précieuse. À l'époque, Laurent Gbagbo, ne voulant pas partir aux élections, a dit que la Côte d'Ivoire était dans l'incapacité de trouver des fonds et de produire ces cartes nationales d'identité. Alors, il y a des bailleurs de fonds. Je vais parler de l'Union européenne, et les Nations unies et autres, se sont mobilisés pour organiser cette opération. Et je crois que cette opération s'est élevée un peu plus de 60, au-delà de 60 milliards. Et lorsque l'opération a été lancée, les partis politiques qui devraient s'impliquer ont demandé aux Ivoiriens et à leurs militants d'aller se faire établir la carte nationale d'identité, et puisque c'est celle-là même qui va servir d'inscription sur la liste électorale. Et moi, j'ai été un acteur aussi de ce processus. Et à dire vrai, puisque on sait que c'est ce problème-là qui a fait qu'il y a eu beaucoup de tensions, quand on essaie de renier, comme on appelle, l'appartenance de quelqu'un à son pays, et c'est ce qui nous a envoyé et la guerre qu'on a connue. Et donc, les gens en avaient tellement soif d'avoir cette pièce d'identité, les nordistes, je vais parler comme ça, se sont mobilisés dans tous les centres d'enrôlement à l'effet d'obtenir cette pièce d'identité pour pouvoir aller se faire enrôler. Et les gens se réveillaient à 3 heures du matin, voire même 2h30, pour aller, comme on appelle, se mettre dans les rangs. Parce que quand tu venais à 6 heures, et déjà, tu ne pouvais plus avoir accès, en tout cas, à la salle ce jour-là. Il fallait revenir le lendemain. Et donc, il y a eu cet engouement-là qui ont donné du tonus à l'opération. Et moi, je me souviens, et lorsque moi, je partais faire pour moi, éclairé, je me suis réveillé à 3 heures, mais déjà à 3 heures, si vous voyez ce monde, mais vous n'allez pas croire. À voir ce monde-là, on a l'impression que les gens même dormaient là-bas.
Et ceux même qui partaient, ils partaient, comment on appelle, mettre des cailloux ou des poids pour dire, pour montrer réellement que c'est leur position. On a tous vu ça dans ce pays-là. Et après, j'ai participé aussi à l'opération en tant qu'agent formulaire et on a vu beaucoup de choses. Mais pourquoi il y a eu cet engouement? C'est parce que on voulait coûte que coûte finir avec la crise. Mais à l'époque, quand on faisait ça, Laurent Gbagbo, je l'ai dit tantôt, qui ne voulait pas partir aux élections, a continué à maintenir ces chiens de guerre dans les agoras. Et avec un seul son, il n'y aura jamais élection en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Et que par conséquent, lui demande à ces jeunes-là de rester sereins. Il y a eu cette campagne-là dans tous les agoras et parlements de Laurent Gbagbo. Effectivement, ils ne sont pas sortis éclairés pour aller se faire enrôler. Je sais de quoi je parle. Si j'ai menti là, vous pouvez me dire que moi j'ai menti. Ils ne se sont pas fait enrôler pour avoir la pièce d'identité, en tout cas la pièce d'identité. Parce qu'ils croyaient tellement fort à ce que Laurent Gbagbo a dit qu'il n'y aurait pas d'élection, ils sont restés en train d'intoxiquer les gens, en train de comment on appelle, de distiller les discours de haine, en train de vilipender, comment on appelle, le nordiste. Mais au finish, d'ici ils vont s'en rendre compte qu'il y aura effectivement des élections, l'opération tirait à sa fin. Ils ont voulu qu'il y ait une prolongation et je crois qu'il y a eu un peu, je crois qu'il y a eu un temps de prolongation. Et donc, pour lui, en disant que la Côte d'Ivoire n'a pas les moyens pour organiser l'opération, et ça allait être peut-être une aubaine pour lui si les gens disaient, bon, ok, débrouillez-vous. Là, ça allait lui permettre de gagner du temps. Mais malheureusement, les gens ont compris et les gens ont vu clair dans son jeu, donc ils ont organisé. Et je crois que les CENI ont été établis en Allemagne. Et quand les CENI sont arrivés, ceux qui n'ont pas pu se faire établir la CENI, il y a eu des regrets. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire encore? Il faut que la CENI permette à ceux qui n'ont pas pu établir la pièce d'identité, s'ils ont une pièce à photo, que ces personnes-là puissent se faire enrôler sur la liste électorale. Et je crois qu'il y a eu ce débat. On a fini l'établissement des pièces d'identité et voilà, quand ils vont faire le bilan à l'RC, ils trouvent que l'opération qui s'est bien déroulée n'est pas à leur faveur. Ils sont rentrés dans leur méthode. L'intimidation. Ils ont fait tout ce qu'on peut faire à l'homme. Et à la fin même, là, ils ont empêché des gens d'aller se faire enrôler. Mais malgré ça, on a pu faire l'opération. Maintenant, il s'agit maintenant d'aller se faire, comment on appelle, enrôler, s'inscrire sur la liste électorale. Ils vont, quand on prend la liste électorale, on voit que ce n'est pas bon. Si vous avez vu tous ces cinémas-là que Laurent Gbagbo avait créé autour de ça, c'était ça. Quand il a regardé la liste électorale, et à l'époque c'est Robert Begré-Mambé qui était le président de la CEI. Et il a été nommé président de la CEI par consensus. Et tous les partis étaient d'accord que ce soit Robert Begré-Mambé. Et Laurent Gbagbo lui-même avait dit que Robert Begré-Mambé faisait du bon travail. Et que lui le félicitait
pour la qualité du travail qu'il a eu, qu'il est en train d'abattre au niveau de la CEI, qui, bien entendu, quand on regarde la composition, on sait que ce ne sera pas facile parce qu'il y aura toujours des grincements de part et d'autre, que ce soit du parti au pouvoir, que ce soit de l'opposition. Mais quand vous regardez à l'époque, Laurent Gbagbo même, qui était le président de la Côte d'Ivoire, mais c'est lui qui a plus crié à la fraude. Suivez très bien ce que je suis en train de dire. Étant au pouvoir, il avait tous les leviers de l'État. Il avait tout en sa possession. Vous regardez, si on prend au niveau de la représentation de la CEI, le RPI avait le plus grand nombre de, comment on appelle, de commissaires. Il y avait les forces nouvelles qui étaient représentées, le RDR était représenté, le PDC était représenté, parce qu'on est parti d'abord en solo, et c'est au deuxième tour qu'il y a eu maintenant ce consensus-là de soutenir celui qui était arrivé en tête, en deuxième position. Sinon, le RPI, quand on prend par parti politique, avait le plus grand nombre de représentants à la CEI. Mais malgré cet état de fait, ils ont toujours crié à la fraude. Ils ont toujours crié, comme on appelle, au complot. Mais pendant que l'opposition à l'époque, je vais parler du RDR, je vais parler de l'ITPC, je vais parler du PDC, je vais parler du MFA, aucun de ces partis n'a crié à la fraude, contrairement à celui qui détenait, comment on appelle, le processus en main. C'est parce que leur échec est parti depuis l'établissement de la CENI. Parce qu'ils ont dit, si Gbagbo venait au pouvoir, qu'ils allaient déchirer ces CENI-là et que ces CENI-là, ils allaient les mettre dans le tiroir parce que ça n'a pas été fabriqué en Côte d'Ivoire. Comme ils aiment se faire, comme on appelle, les chantres du panafricanisme, ils ont fonctionné comme ça. Maintenant, quand Laurent Gbagbo a effectivement regardé, et les gens lui ont dit, si on va avec Robert Beguer-Mambé aux élections, si on va avec cette liste électorale-là, notre pouvoir va tomber. Laurent Gbagbo n'est pas bête, il n'est pas Dieu. Effectivement, qu'est-ce que Laurent Gbagbo va faire? Il va tenir une réunion de crise. Il va demander à ses collaborateurs, mais qu'est-ce qu'on fait? Les gens lui proposent leur thème là, ils avaient dit quoi, qu'on désinfecte la liste électorale, qu'on fasse le toilettage. Ils ont lancé l'opération là. Mais malgré ça, Gbagbo a vu que ça ne pouvait même pas marcher. Pour ne pas aller aux élections et pour gagner du temps, pour encore peaufiner sa stratégie, qu'est-ce que Laurent Gbagbo va faire? Au moment où les gens s'apprêtent à aller aux élections, le temps urgeait et tout le monde était prêt. On était dans la joie. En ce moment, Laurent Gbagbo va choisir de crier à la foule plus fort qu'il ne le faisait avant. Il finit ça, on va lui dire, bon, il y a une deuxième option. Il faut dissoudre la CEI et tu dissous le gouvernement. Ça va nous permettre de gagner du temps. Une nuit, nous étions là. À l'époque, nous faisions la permanence au siège du RHDP ici à Abobo, camp commando. Et on nous dit que le président va s'adresser aux gens. Et comme ça, c'est comme ça qu'il a annoncé la double dissolution du gouvernement et de la CEI. Mais quand on dissout le gouvernement ou la CEI, ça voudrait dire que
ceux qui sont à la tête de ces institutions ne sont plus. Il faut reprendre un gouvernement, recomposer la commission électorale indépendante avant d'aller aux élections. Mais pour le faire, ça prend énormément de temps. Il a réussi à le faire. Et ils ont fait tout pour coller l'étiquette de fraudeur à Robert Degré Mambé, qui est aujourd'hui le gouverneur du district d'Abidjan. Et quand il a fait, Soro Guillaume, à l'époque, était le premier ministre. Nous, en tant que militants du RDR, dans nos coulisses, les gens ont dit qu'il faut que Soro Guillaume démissionne. Le président Bédié, le président Alassane Ouattara, le président Mabri Touakus, le président Anaki Kopina, ils n'étaient pas d'accord avec la prise de position des militants que nous étions. Et ils ont dit la démission de Guillaume Soro n'arrangerait pas les choses parce que quand il a dissous le gouvernement, il a dit à Guillaume Soro qu'il le reconduisait et qu'il appartenait à Guillaume Soro de lui proposer un nouveau gouvernement. C'est comme ça nous on a dit que tel est le cas. Nous voulons que Guillaume Soro n'accepte pas. Comme je vous le disais tantôt, les 5 présidents qui composaient à l'époque le RADP, mais on est parti en rang dispersé aux élections. C'était l'accord. On décidait que Guillaume Soro continue. Et Guillaume Soro a continué. Maintenant, pour recomposer la CEI, il faut trouver un autre président pour recomposer la CEI. Ils ont eu à proposer des noms, mais Gbagbo a toujours refusé ces noms. Et il a dit que ces noms-là, que lui ne les veut pas, parce que ceux-là, ils vont travailler pour le RADP. Les gens lui ont dit de choisir. Mais si je vous dis, c'est lui qui a choisi Issou Bakayoko, vous n'allez pas me croire. C'est Laurent Gbagbo qui a proposé Issou Bakayoko. Les gens ont dit, il n'y a pas de problème. Nous voulons aller aux élections. Fais comme tu veux. À l'unanimité, ils ont décidé que ça soit Issou Bakayoko. Et Issou Bakayoko qui va prendre le temps de s'acclimater et de voir le travail qui avait été déjà fait par Robert Degré Mambé. Qu'est-ce qui a causé, comme on appelle, la dissolution de la CEI, et voir encore beaucoup de choses. Vraiment, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, mais finalement, les choses sont rentrées en ordre. Et quand les choses sont rentrées en ordre, on a fini. On a distribué les cartes d'électeurs, je saute des étapes pour aller plus rapidement. On a fini. Et quand vous regardez à l'époque, quand on était en train de faire l'inclusion sur la liste électorale, mais moi je vous le dis honnêtement, mais c'est beaucoup de Nord, c'est les nordistes même qui étaient beaucoup dans les centres d'enrôlement. Moi je vous le dis. Mais là même n'est pas le problème. On a fini, on a distribué les cartes d'électeurs. Mais quand on distribue les cartes d'électeurs, c'est la dernière étape pour aller aux élections. Parce qu'il n'y a plus d'étape. Le jour que tu reçois ta carte d'électeur, tu viens avec ça à la maison et tu attends qu'on convoque le collège électoral. Quand on va fixer la date des élections, c'est la carte d'électeur que tu prends pour aller voter. Donc c'est la dernière étape pour arriver aux élections. On a fait ça. Et malgré ça, Laurent Gbagbo ne croyait pas absolument qu'il pouvait gagner les élections. Mais il est parti quand même. Mais avec quel son? On gagne ou on gagne? Tout le monde a entendu ça dans ce pays-là. On gagne ou on gagne? Ça veut dire quoi?
on ne met pas aux élections, je ne cède pas le pouvoir. On ne met pas aux élections, je ne cède pas le pouvoir. Dans tous les cas de figure, moi, Laurent Gbagbo, je resterai au pouvoir. Tant que j'aurai la force, tant que j'aurai le souffle de vie, je resterai au pouvoir. Et personne ne peut m'enlever. Voilà ce qui était les slogans. Mais vous savez, quand on a, comment on appelle, quand on a cherché quelque chose, avec les deux bras, on a couru derrière quelque chose. Mais quand on vient à obtenir ces choses-là, on ne s'amuse pas avec. Quand on est parti aux élections, d'abord, au niveau du RDR, il y a eu des sensibilisations au processus de vote. Comment voter? J'ai eu à participer à ça. On a formé les gens. Dieu merci, les gens ont pu voter. Mais comme ils savaient que le RDR était bien organisé, et que là, je crois que tu as eu à parler de ça la fois passée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accorder la nationalité ivoirienne à Adama Daïko. Vous tous, vous savez, on dira qu'il vient du nord de la Côte d'Ivoire. Il va lui accorder la nationalité à l'effet de lui permettre d'être candidat pour venir tromper la vigilance de nos militants. Mais quand vous regardez à l'époque la disposition des candidats, Adama Daïko venait et après lui, Alassane Ouattara venait. Et le monsieur, sa photo qui était sur le bulletin, il était vêtu d'un boubou. Et tout ça s'est fait sciemment. Et Adama Daïko a reçu beaucoup d'argent pour faire ce travail. Mais je ne vais pas vous mentir, beaucoup de nos militants ont coché la case d'Adama Daïko sans toutefois le savoir. Parce que vous savez, ce n'est pas tout le monde qui sait lire. Et quand tu expliques, il y a beaucoup qui mettent du temps pour comprendre. Nos militants ont été trompés à ce niveau. Mais malgré ça, on est parti et vous avez vu le résultat qui est sorti. Mais bien avant le premier tour, je crois qu'il y a eu beaucoup d'intimidation. Des urnes ont été arrachées, des urnes ont été cassées. Il y a eu beaucoup de choses. Mais malgré ça, il est arrivé en tête. Le président Alassane Ouattara est arrivé en deuxième position. Il était maintenant question que Henri Konan Bédié, président du PDCI, Anaki Kobena, président du MFA, Mambri Torkes, président de l'UDPCI, et je crois qu'il y avait l'UPC aussi, j'allais oublier, il y avait l'UPC de Nyamné Konan. Donc, puisque l'accord avait été signé, et donc maintenant, il vous décide d'appliquer l'accord, qui est de soutenir le président Alassane Ouattara qui est arrivé en deuxième position. Et c'est comme ça les choses se sont passées. Le deuxième tour, on va aux élections. Le jour J, les équipes ont été déployées dans les différents lieux de vote. Mais je vous assure que le RADP s'était donné les moyens de couvrir tous les bureaux de vote. Et c'est ce qui a été fait. Parce que quand tu vas à des élections, si tu n'as pas les moyens de couvrir tous les bureaux de vote, vaut mieux ne pas aller à cette élection. Parce que après tu viendras crier à la fraude. Voilà pourquoi on demande aux gens de trouver des représentants dans les bureaux de vote pour éviter certaines choses. Et donc, il y a eu ça. Le FPI, à l'époque, qui était au pouvoir, n'a pas pu couvrir, en tout cas, n'a pas pu faire ce que le RADP a fait. Il y a des bureaux de vote où il n'y avait pas de représentants FPI. Donc, on est allé aux élections et le premier tour, j'ai été à Akékwa. Et sur les Atiers,
je les ai brillés, vous connaissez leur appartenance au FPI à l'époque. Mais nous avons vu beaucoup de choses que moi, je ne vais pas revenir là-dessus, ça va me prendre du temps. Et donc, pour le deuxième tour, ça a été la même chose. On a fini le dépouillement et il y a eu contestation dans les différents bureaux de vote. Parce qu'on leur avait dit que les élections, il va sortir perdant dans les élections. À partir de 17h, le son a été lancé à tous les représentants du FPI à l'époque de refuser de signer les PV. Et beaucoup de bureaux de vote où le FPI avait ses représentants n'ont pas signé les PV. Parce qu'ils savaient déjà qu'ils allaient perdre. Et Simon Gbagbo, qui dirigeait les escadrons de la mort et les SOCOS, avait mis les SOCOS en mission avec des bâchers 4x4 qui ramassaient les urnes, qui arrachaient les urnes. Alors qu'à la formation, il a été dit qu'à part les véhicules de l'ONUCI, plus jamais on va accepter de donner les urnes à n'importe qui. Mais vous connaissez le militant RDR. Quand tu lui dis quelque chose avec ses marches. Et c'est comme ça, il y a eu des intimidations, mais malgré ça, c'était une élection de vie ou de mort. Mais nous avons protégé les urnes. Moi qui vous parle, au niveau d'Abobo, et lorsque nous avons fini, parce que la voiture est venue un peu tard, moi j'étais avec mon ami aujourd'hui qui est un écrivain qui a déjà fait 2 œuvres sur le général Thomas Daquin, et son dernier œuvre là, c'était sur les forces spéciales, que moi je salue au passage, parce que lui c'est un vrai homme. Et aujourd'hui, dans la communication du ministre Camara Thomas. Et donc, vous voyez, on arrive au niveau du job, ceux qui connaissent Abobo, et c'est là nous voyons Simon Gbagbo et puis les 4 éléments des escadrons de la mort. Il vient, qui arrive juste à côté de nous, et qui regardait, puisque nous on avait les camisoles SEI là, et donc il nous regarde, il voit que pratiquement on n'avait rien, et c'est comme ça, il y a un qui dit, bon, ils n'ont rien, on avance, ils sont partis. Et donc c'est comme ça, ça a été. Mais un parti au pouvoir qui se livre à de tels actes, mais allez-y comprendre leur acharnement sur cette liste électorale dont nous parlons. Déjà à l'époque, ils étaient au pouvoir, mais ils le faisaient. Mais pourquoi nous on est étonnés? Pourquoi on est surpris de leur comportement? C'est des gens qui sont nés dans la contestation. C'est des gens qui ont fondé leur parti dans la contestation. L'idéologie principale du PPACI, du FPI déguisé PPACI, c'est la contestation à outrance, la violence à outrance. Donc, vous voyez, quand on bâtit un parti avec l'ensemble de ces idéologies, ça veut dire qu'en réalité, le parti va prospérer dans les 2 zones. Si les choses sont bien organisées, ce parti-là ne peut pas remporter des élections. Mais les preuves sont là. Les élections auxquelles Laurent Gbagbo a eu à participer, il est toujours sorti perdant, mais le premier a toujours crié à la fraude. Donc on a vu, pour intimider les gens, dans plusieurs centres, dans plusieurs communes, la nuit électorale, parce que quand vous finissez comme ça, il y a ce qu'on appelle la nuit électorale. La nuit électorale est dédiée, comment on appelle, au rassemblement de tout ce qui est parti dans les différents lieux de vote de vote là. Il faut rassembler, envoyer tous les PV dans le centre de collecte. Mais le lycée moderne d'Abobo, qui est toujours le centre de collecte de la CEI, mais la nuit électorale, je crois il y a eu interruption du dépouillement et de compilation des résultats. Parce que les escadrons de la mort venaient juste pour ramasser les choses et faire ce qu'ils avaient à faire.
Donc l'ordre a été donné de fermer les centres. Les centres ont été fermés. C'est comme ça qu'on a pu sauver des choses ici à Bobo. Mais comment un parti au pouvoir peut se donner à de tels actes, se mettre dans la place d'un brigand, venir brigander les choses? Mais vous voyez que c'est vraiment une incapacité notoire. S'il n'a pas pu gagner les élections, en tant que président, mais ce n'est pas au moment où il n'est pas président qu'il va pouvoir faire quelque chose. Mais il y a d'autres objectifs derrière ça. Donc vous avez vu, on finit les compilations, on va proclamer les résultats. Il se trouve que la mission qui avait été assignée à Damana Picasse et Topa Veil, plus les autres commissaires qui étaient à la CEI, mais c'était d'empêcher la proclamation des résultats. Parce que laisser proclamer les résultats sonnerait en tout cas la fin du régime de Laurent Gbagbo. Ils ont armé Topa des pistolets automatiques. Ils ont armé Damana Picasse des pistolets automatiques. Et les autres commissaires qui étaient là. Ils avaient tous des revolvers. Mais est-ce qu'on peut transformer une institution qui est chargée d'organiser des élections en une poudrière? Mais nous avons vu ça dans ce pays-là. Mais quand vous passez dans les environs de la CEI, ceux qui connaissent bien les résidents angois, non loin de l'université, de la présidence de l'université de Bouaké, après ça, vous trouverez le carrefour Tinkan. Mais des DCA montés sur des pick-up. On envoie des armes lourdes à la CEI. Au nom de quoi? Pour séquestrer comment on appelle, les commissaires de la CEI. Pour séquestrer le président Issou Bakayoko. Donc il y a eu tous ces facteurs-là. Et puisque leur mission était d'empêcher, et là ils ont fait. Mais avant que le porte-parole Yacouba Bamba vienne s'asseoir devant les caméras, on finit d'abord la consolidation de ces résultats, où tout le monde s'accorde, et on vient faire. Il se trouve que quand ils ont fini, et tout le monde est d'accord sur les résultats, le FPI a vu que ces résultats ne les arrangeaient même pas. Sinon, ils savaient très bien que le monsieur avait perdu les élections. Ils vont mettre maintenant les plans macabres, la mission qui leur avait été assignée, ils vont mettre ça en pratique. Et c'est là, vous avez vu, ils sont venus arracher les feuilles dans les mains de Yacouba Bamba. Et il y a un vieux qui est venu les dégager comme ça. Vous avez vu? Il y avait le premier vice-président Kourissourou. C'est lui qui est venu les dégager. Donc, on a vu ce qui s'est passé. Yacouba Bamba a été pris sa partie. Et vouloir montrer qu'il y a eu fraude, eux-mêmes là sont tombés dans leur propre piège. Et c'est là que les gens ont vu que, effectivement, ils ont perdu les élections. Mais comme ils ont perdu les élections, il faut créer des trous. Pour qu'on dise que le scrutin a été émaillé de violence, a été entaché de violence, et qu'il faut reprendre le scrutin. Mais le fait de déchirer des résultats, il ne prouve pas que, et ne jette pas le discrédit sur les résultats qui sont sortis des urnes. Parce que tout ce qui est sorti dans les urnes, mais c'est la compilation qu'ils ont pris par web à la CEI. Mais on n'a pas vu où il y a eu, comment on appelle, des actes graves qui ont entaché le bon déroulement du scrutin. Dans l'ensemble, le scrutin s'est bien passé. Donc, c'est comme ça qu'ils vont rentrer en jeu. Et vous avez même vu les 7 régions de Kourou et du Nord où les résultats ont été annulés par Yao Pondré. Vous avez vu. Mais malgré ça, le président partait vainqueur. Quand Choual vous explique,
Mais vous-même là, tu n'as même pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ce que tu as jugé. Donc, comment Issou Bakayoko va se retrouver au golf? Et ils prennent ça et ils disent que Issou Bakayoko s'est retrouvé dans le QG d'un candidat. Mais quand on a proclamé les résultats là-bas, mais ce n'est pas ce candidat-là qui a gagné, c'est ce candidat-là qui a gagné. Mais à l'époque éclairée, il n'y avait pas un lieu, je dis bien dans Côte d'Ivoire là, qui était sécurisé que le golf. Il n'y en avait pas. Puisque toutes les représentations et les représentants des différentes organisations diplomatiques se sont retrouvés au golf. Puisque eux tous étaient menacés. Tout le monde s'est retrouvé là-bas. Donc il fallait trouver un coin plus sécurisé pour permettre à Issou Bakayoko de proclamer les résultats sereinement. Donc on ne va pas laisser, au nom d'une élection que quelqu'un a perdue, qu'on note la vie à un président d'une commission électorale qui a fait son travail. Il faut protéger la vie de ces commissaires-là, qui ont travaillé d'arrache-pied pour que nous ayons ce résultat. Donc, ils vont aller, on va proclamer les résultats. Malgré ça, Laurent Gbagbo refuse. Bien avant ça, et tellement qu'ils étaient pressés parce qu'il fallait coûter le coup de fer. La CEI qui est dans le délai, on va venir mentir pour dire que la CEI était hors délai. Et on va donner l'ordre. En tant que candidat, toi, tu es en tant que candidat qui n'est pas président, tu vas donner l'ordre à un président d'une institution qui est au même type d'égalité que la CEI, de dessaisir la CEI de son pouvoir et de venir proclamer les résultats. Voilà pourquoi vous avez vu Yao André qui est venu dans la précipitation et dans la lecture même, il s'est mélangé pour venir dire que j'avais violent, les résultats de comment on appelle, les résultats du Nord sont annulés. Par conséquent, Laurent Gbagbo est le nouveau président. Et qu'il va prêter serment, tant, des trucs, les termes juridiques, moi je ne suis pas juriste, je ne comprends pas ça. Donc, il va faire ça. On se retrouve maintenant dans un flou total. On se retrouve avec deux présidents, dont un président élu démocratiquement et un président qui veut s'accroître, un président perdant, sortant, qui a été battu copieusement et qui a mis en application le slogan on gagne, on gagne. Il va s'accrocher au pouvoir. Mettant le pays à feu, mettant la Côte d'Ivoire à feu sous les projecteurs du monde entier. Pour une élection qu'on a perdue. De surcroît, parce que c'était là une première, je crois, en Afrique de l'Ouest, où un président en exercice perdait des élections face à une opposition. Et il ne pouvait pas accepter ça. Pour lui, c'était une honte. Et pour lui, c'était inconcevable. Et vous avez même vu, au cours d'une interview, on lui pose la question, et s'il venait à perdre les pouvoirs? Il a dit, lui n'y pense même pas. Il ne faut même pas les gens vont lui poser des questions. Lui ne pense que c'est impossible. Il a dit ça. Donc, quand Guillaume Sorova lui dit, Monsieur le Président, vous avez perdu les élections, laissez le pouvoir, il a dit non. Et donc, c'est comme ça, vous avez vu ce qu'on a connu, qui va sauter des choses, les 3000 morts. Mais quand Mamadou Koulibaly lui dit, d'abord en instance là-bas, Mamadou Koulibaly lui dit ce que nous avons fait, on est allé trop loin. Pour Mamadou Koulibaly, il fallait trouver d'autres moyens, dire qu'il fallait mélanger d'abord le vote même au préalable, il fallait mélanger. Et puis on va dire qu'il n'y a rien, le vote a été toujours émaillé de violence, et puis on va reprendre le scrutin. C'était le plan de Mamadou, comme on appelle Koulibaly. Mais ils n'ont pas suivi ça. Ils ont dit non, de toute façon, laissons-le, ils n'ont qu'à aller, et après on va voir. Mais quand on finit tout, et puis vous venez annuler des résultats, mais ça ne veut pas dire que le scrutin a été entaché d'irrégularité. Donc c'est là que Mamadou Koulibaly a dit, lui ne les suit pas dans ça. Parce que c'est trop flagrant. Mais malgré ça, il y a eu la violence. Les gens sont morts. Moi, éclairé, c'est la première fois que j'ai vu un chien qui emporte dans sa gueule, je veux dire, un membre
inférieur d'un être humain, en train de courir avec ça. Quand vous prenez Abobo, la voie express Abobo à Niama, juste au niveau de la nouvelle gare qu'on appelle, comme on appelle l'arrêt Anokwa, parce qu'on partait donner à manger un de nos frères qui avait été pris le jour où on partait installer Bouraka Pascal à la RTI. Il avait été pris par les étudiants par la suite, il s'est retrouvé à la centrale au plateau. Du plateau, il a été déféré à la Maca. Il fallait partir lui donner à manger chaque fois. Et c'est là, c'est en allant là-bas que nous avons vu tout ça là avec mon ami qui a écrit les livres sur les trucs. Vous avez vu tout ce qu'on a vu, mais par la faute d'un individu qui perd des élections. Mais quand je viens d'expliquer tout ça là, mais est-ce que vous devez être étonné ou encore surpris du comportement de Laurent Gbagbo? Et ça clique. Non. Si tu le fais, c'est que tu n'as pas été dans ce pays-là. Si tu dis c'est surpris, tu n'as pas été dans ce pays-là. Et tu n'as jamais participé à une élection dans ce pays. Sinon, personne ne peut dire que le comportement de ce PPACI-là est surprenant. C'est des actes bien prémédités et ça colle avec l'idéologie de leur parti. Ça colle avec l'idéologie de leur parti. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce qu'il faut toujours continuer à faire plaire à un criminel et de livrer les Ivoiriens à la mort? C'est la question qu'il faille se poser. Mais à partir du moment qu'on se pose cette question et qu'on arrive à trouver la réponse, et je crois que chacun saura prendre ses responsabilités. Et là, je crois que la justice ivoirienne, sur laquelle on a beaucoup tapé, a compris cet état de fait, a compris qu'il ne faut plus plaire à un individu qui à chaque fois participe à une élection. Il faut qu'on sorte avec des morts. Donc il faut bien mettre fin à ça un jour pour que le peuple ivoirien puisse se sentir à l'aise, pour que le peuple ivoirien sache aussi qu'on peut aller à des élections sans avoir de morts, sans avoir de blessés. La justice a fait son travail. En extirpant Laurent Gbagbo de la liste électorale, nous disons bravo à la justice. Nous disons bravo à la justice. La vie des Ivoiriens est plus précieuse que la vie de Laurent Gbagbo. Lui, c'est un seul individu. Nous, on s'en fout de la vie de Laurent Gbagbo. Moi, je le dis à qui veut l'entendre, on s'en fout de la vie de Laurent Gbagbo. Mais de toute façon, lui dit, il s'en fout de la vie des Ivoiriens, nous, on s'en fout de sa vie. Parce qu'il ne s'est jamais comporté comme un chef d'État responsable. Et le président Alassane Ouattara l'a rappelé. Un président qui prend le pouvoir, dès sa prise de pouvoir, qui dit 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, moi j'avance. Mais les Ivoiriens avaient tout compris. Mais comme nous, on fait semblant de ne rien comprendre là, mais quand ça arrivait, les gens disent, ah, on ne savait pas que ce comme ça elle était. Mais vous ne savez pas ce comme ça elle était. Est-ce que vous avez oublié ce qu'il a fait au Fouboin? Mais ça, c'était les signes révélateurs de ce qu'il allait faire quand il allait arriver au pouvoir. Nous avons vu. Donc, aujourd'hui, je vais sauter des choses puisqu'il se fait un peu tard. Je ne sais pas les uns les autres. Sinon, moi, je peux pas jusqu'à demain matin. Donc, on arrive, on a fini tout ça. Cette année encore. Et 2010 fini. On rentre dans la période de guerre. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont vilipendé la communauté internationale. Puisque le président, il avait été reconnu par tout le monde comme le président élu. Souverain de Côte d'Ivoire, il ne peut pas, personne n'allait accepter que sa voix soit bafouée. Et c'est passé. Mais quand il a été déniché, ils ont dit oui, c'est la communauté internationale qui a fait ceci, la France a fait cela. Et à l'époque, Alcide Djedje, qui est aujourd'hui au RHDP, avait traité Choi de petits fonctionnaires de l'ONU. Il a traité de petits fonctionnaires de l'ONU parce que Choi avait dit la vérité. Et je vous le dis, les Asiatiques sont déjà un peuple intègre. Je vais dire quelque chose peut-être qui va surprendre les gens et qui va choquer les gens.
Si c'était un occidental qui était à la place de Choi, Laurent Gbagbo aurait gagné ces élections-là par trucage. Je vous le dis parce que les Occidentaux, là, ils ne sont pas intègres comme les Asiatiques. Ça aurait été un Occidental qui était à la tête de Choi, là où Choi était, mais on n'allait pas tenir ces parables-là. Parce qu'ils allaient regarder, mais qu'est-ce que nous on va gagner comme ça, si tout c'était un Français. Donc c'est le lieu de rendre hommage à Choi. Je crois que le président a rendu hommage à Choi. Donc, vous avez vu, on a fini 2010. On va aux élections de 2015. En ce moment, Laurent Gbagbo était à la haie. On allait aux élections en 2015. Sans Laurent Gbagbo, sans le FPI. Mais est-ce qu'on a entendu qu'une mouche est morte? On n'a jamais entendu qu'une mouche est morte ici en Côte d'Ivoire. On ne s'est même pas rappelé qu'il y avait des élections en Côte d'Ivoire en 2015. Les élections se sont bien passées. Tous les candidats ont reconnu leur défaite, ont appelé le président Alassane Ouattara pour le féliciter pour sa réélection. Le pays a continué son fonctionnement. Le président a continué ses œuvres de développement. Et là, on en arrive en 2020. Le monsieur, il a été acquitté à la CPI pour insuffisance de preuves. C'est bien. Il revient au pays. Ça tombe dans la période des élections où ce conglomérat d'opposants voulait en découdre avec le président Alassane Ouattara, voulait mettre le pays à feu et à sang. Quelqu'un qui sort fraîchement de guerre, d'une prison. Et c'est là que je vais développer un autre pan de la situation. Il sort dans ça, il vient s'asseoir pour faire une interview à TV5, soutenant ouvertement le CNT. Il y a eu 88 morts. Les chiffres qui nous ont été communiqués, il y a eu 88 morts. Mais je vais faire une transition. Mais pourquoi je dis je vais faire une transition? Parce qu'on parle, mais il ne faut pas oublier certains facteurs. Il a TVC lui accorde, comment on appelle, l'interview. RFI n'était pas avec nous, France 24 n'était pas avec nous, TV5 n'était pas avec nous. La France n'était pas avec nous. Je sais de quoi je parle. C'est ce que j'ai dit. Si vous suivez bien, vous allez trouver la réponse dans les propos du président lorsqu'il allait se faire, comment on appelle, lorsqu'il allait voter, et que les mêmes chaînes de télévision qui soutenaient le CNT sont venus poser la question concernant son mandat. Mais le président a eu une réponse très sec. Il leur a posé la question, Angela Merkel a fait combien de mandats? En France, il y a combien de mandats? Qu'il laisse les Africains décider du sort de leur pays. Et c'est là que vous allez comprendre que France 24, TV5, on a dit la France, n'était pas avec le président Alassane Ouattara. C'est le carnet d'adresse et la volonté des militants, que les vrais cadres du RHDP, qui ont fait qu'on a eu ce pouvoir. Vous avez vu le comportement de ces chaînes de télévision. Ils étaient tous prêts, en tout cas, à ce que le président Alassane Ouattara tombe. Mais il n'est pas tombé. Mais il y a eu la présence de Laurent Gbagbo qu'on a eu ces mots-là. Donc ça fait 2 fois. Aujourd'hui, on a fait les élections législatives en 2018, il n'était pas là. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de problème. Tout s'est bien passé.
Il revient, on lance le processus d'enrôlement, de révision de la liste électorale. D'abord, ils ont commencé à créer à la fraude. On n'a même pas encore commencé l'opération, ils crient déjà à la fraude. On finit l'opération, et je l'ai dit la fois passée, quand la CEI donne une liste provisoire, mais c'est dans un souci de transparence. Sinon, la CEI pouvait dire, en raison du calendrier électoral, la CEI ne fera pas de liste provisoire, la CEI va aller directement à la liste définitive. Mais à chaque fois, quand il y a des élections, on passe à la révision et après, on passe maintenant à l'affichage de la liste provisoire. Mais bien avant d'arriver là-bas, il faut convoquer les partis politiques. Venir leur remettre la liste électorale. Et à leur tour, d'aller consulter cette liste électorale-là et de regarder très bien s'il y a des anomalies. S'il y a quelqu'un qui est sur la liste électorale et qui n'avait pas le droit d'être sur la liste électorale, il faut signaler. Vous relevez tout. Et puis maintenant, vous faites part ça à la CEI. Voilà ce que nous avons constaté. Et la CEI va se charger de corriger ces imperfections-là. De faire en sorte qu'on ait une liste fiable pour aller aux élections et d'éviter les contestations. Voilà le travail que la CEI a confié au RHDP, au PPACI, au PDCI, à n'importe quel parti politique, au RPI. Mais pourquoi c'est le PPACI seulement qui crie, comme on appelle, à la fraude? Mais le PDCI parle, mais le PDCI parle moins. Le PDCI parle moins. Pourquoi c'est eux qui crient à la fraude? Voilà pourquoi j'ai dit, ça ne doit étonner personne. Parce qu'ils sont comme ça. Depuis 90, ils sont comme ça. Des éternels contestateurs. Donc, ils crient, la CEI a intimement inscrit des gens sur la liste électorale. Mais ce n'est pas la CEI qui est dans le centre d'enrôlement. La CEI organise le bon déroulement de l'opération. Et la sensibilisation sur la liste, sur l'opération, me relève de la compétence des différents partis politiques parce que c'est vous qui cherchez des militants. Ce n'est pas la CEI. Ce n'est pas la CEI. Maintenant, quand vous constatez ces anomalies-là, mais est-ce qu'il y a lieu d'organiser des conférences de presse? Est-ce qu'il y a lieu d'amener tout le pays? Non. Quand vous le faites, vous avez des intentions cachées derrière vos aboiements. Mais vous relevez simplement et vous venez avec ça à la commission électorale indépendante qui va se charger de corriger. Mais le RHDP ne parle pas. Mais le RHDP a la liste, mais le RHDP a vu des choses. Mais est-ce que vous voyez le RHDP parler? Mais ces choses-là seront traitées. Mais quand on nous dit, il y a des morts qui sont sur la liste électorale, Walter Otto en parlait. Il y a des morts qui sont sur la liste électorale. Moi, je vous ai dit la fois passée, moi-même si j'ai un parent qui est décédé, et qu'après j'apprends qu'on l'a retiré de la liste électorale sans mon consentement, sans que je ne vienne avec un papier pour prouver effectivement son décès. Mais moi, je vais convoquer le président de la CEI avec tout son groupe. Est-ce que je vous ai apporté un papier pour dire qu'il est décédé? Je ne vous ai pas apporté un papier, mais pourquoi vous le retirez sans ce papier? Remettez-le sur la liste électorale. Quand je vais vous envoyer le papier, vous allez l'enlever. Mais la CEI est pleinement dans son droit. La CEI est pleinement dans son rôle. Et la CEI n'a pas dérogé comment on appelle, n'a pas outrepassé, comment on appelle, son rôle. Mais quand on n'est pas assis sur la vérité, on crie toujours à la fraude. On voit toujours la fraude partout. Ils vont enchaîner comment on appelle, les conférences de presse. Mais au-delà de ça, il faut dire aux gens, il y a véritablement une bataille de positionnement au PPACI. En l'espace de 3 jours, la pamphleteuse avocate supersonique, Abiba Touré, ça a commencé d'abord par Dano Didier, qui allait réceptionner la liste électorale.
et qui a dit qu'ils ont consulté qu'il n'y avait pas le nom de Laurent Gbagbo, ils sont sortis de la salle. Abiba Touré, qui est la chef de la milice électorale du FPI, du PPACI, a fait une conférence de presse. Après, Hubert Oulaya a fait une conférence de presse. Katina a fait 2 conférences de presse dans ça. La dernière conférence de presse conjointe, Katina et puis Bredoumi Soumela. Tout ça veut dire quoi? Chacun est en train de poser des pas pour frapper dans l'œil de leur patron. Donc il y a cette guerre de positionnement-là qui est en cours aujourd'hui, qui fait ravage au PPACI. Donc, le RDP ne parle pas. Le FPI ne parle pas. Mais ça ne veut pas dire que ceux-là n'ont pas vu des choses. Si vous avez remarqué, le chargé des élections au RDP qu'on appelle Doumbia Brema, qu'on a sur le PES, que je salue au passage, parce que c'est un grand homme. Bess a dit qu'il faut entièrement confiance à la commission électorale indépendante. Et qu'ils prient Dieu. Ils sont tellement confiants et savent que la commission électorale indépendante va prendre toutes les dispositions pour sortir une liste fiable. Mais quand vous analysez, ça ne veut pas dire que tout est propre au niveau du RDP. Mais le PPACI qui crie là, c'est quoi? Je vais vous dire les choses. Ils savent que Gbagbo ne peut plus revenir au pouvoir. Mais ils ont opté pour comment on appelle, pour le chaos, pour pourrir l'atmosphère et mettre le pays à feu et à sang. C'est tout. Il n'y a rien derrière ça. Il n'y a rien derrière ça. Donc quand on vient à mettre le point comme ça, à montrer, mais aujourd'hui ils sont devenus très ridicules. Ils sont devenus ridicules. Vous n'avez rien à proposer aux gens. Mais qu'est-ce que vous avez fait par le passé pour que les Ivoiriens vous réclament? Mais les actes que tu auras posés dans ta vie, mais ce sont ces sables-là qui vont parler de toi, en bien ou en mal. Voilà des gens qui ont été rattrapés par leur propre histoire. Mais quand Laurent Gbagbo a dit que lui n'est pas la CEI, le code électoral là, ce n'est dirigé contre personne. Henri Konan Bédié avait dit ça. Mais pourquoi aujourd'hui, ils pensent que c'est le président Hassan Ouattara qui fait ça? Le président Hassan Ouattara, lui travaille au plateau, puis Ben travaille à Cocody, non loin du zoo. Donc, on va dire, dans ce que nous voyons là, ce que le PPACI a décidé de gâter tout. Et je vous ai dit la fois passée ici que Abiba Touré là, elle n'est pas simple avocat, comme vous voyez. Hein. La milice qu'on a mis là, et puis qui est composée des étudiants là, c'est elle qui gère ça. Ils appellent ça la sentinelle, c'est elle qui gère ça. Et ils ont une mission spécifique qui est de créer les troubles partout le jour des élections. Si vous regardez, les différents partis politiques qui veulent gagner les élections dans les urnes, vous avez vu leur attitude, ils vont sur le terrain pour présenter leurs candidats. Le FPI fait un peu de tournée, comme on appelle le RDP fait, mais le PDC et le PPACI là, est-ce que vous les avez vus en train de faire des tournées? Non. Ils sont plutôt concentrés sur comment on appelle, cette liste électorale là. Et c'est comme ça le FPI a fait à l'époque, mais d'ici ils vont s'en rendre compte, tout était gâté. Il faut rester dans ça. Quand ils seront partis dans les urnes, c'est là qu'ils vont se lever pour dire qu'ils vont créer chose. Mais moi je vous dis, restez serein. Restez serein. Et je l'ai toujours dit, nos comptes qu'on n'a pas pu régler cela en 2011, ça sera l'occasion de régler tous ces comptes-là et puis on n'en parle plus dans ce pays-là. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Ils n'ont pas de titre foncier de la Côte d'Ivoire. On dit que tu as réquisitionné les banques, comme on appelle, nationales.
Mais c'est très grave. Et puis là, la BCAO, là. Moi, je peux dire la BCAO, c'est la mère des banques. Je ne suis pas un économiste, hein, mais quand même, là, moi, je vois clair. C'est la mère des banques. C'est comme un fleuve, comme on appelle, éclairé, c'est comme un fleuve, je ne sais pas si ce sont ces affluents, non, je crois. Là où la mer, où le fleuve vient, ce sont ces affluents, je crois. Quand, comme on appelle, on essaie de braquer la BCAO. La BCAO qui est fournie en liquidité, comme on appelle les autres banques qui sont fournies en liquidité par la BCAO. Mais quand tu décides de nationaliser tes banques, quand toi-même tu sais que tu n'es plus président, et tu nationalises ça, et tu fais braquer la BCAO, maintenant les petites banques là, les BCC, les quoi, les tout, elles se retrouvent maintenant en manque de liquidité. Donc ça veut dire quoi? Tu vas asphyxier le peuple. Et quand tu fais ça, mais on dit que tu as commis, comme on appelle, des crimes économiques qui ne méritent pas qu'on te mette en cause sur la liste électorale, vous vous plaignez. Et moi, je vais même dire, le président Hassan Ouattara, il a été tout le temps en donnant l'amnistie à Katina, le braqueur, en donnant l'amnistie au déchiré des résultats d'Amana Picard. Il a été trop gentil. Le président aurait pu laisser cette amnistie-là sur ces personnes. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils ont le droit de parler. Et je vais vous dire, quand celui qui doit se retrouver derrière les barreaux, quand ce dernier n'est pas derrière les barreaux, mais qu'est-ce qu'il devient? Mais il devient plus dangereux. Et c'est lui qui va venir réclamer justice. Comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, souris m'a mordu. C'est ce qui est en train de nous arriver. Mais à un moment donné, il faut finir avec les deals politiques en Côte d'Ivoire. Comme nous, on a cessé de le dire ici. Les deals politiques tuent la justice. Mais je crois que cette fois-ci, il faut féliciter la justice. Et nos regards sont tournés vers le président Hassan Ouattara. Ça, c'est une autre pan de l'histoire. S'il va accepter de protéger la vie de Laurent Gbagbo et de livrer les Ivoiriens à la mort, on le saura. On nous dit quoi? On ne gouverne pas des poulets, on gouverne des hommes. Mais si le président Hassan Ouattara veut gouverner des poulets, mais qu'il accorde l'amnistie à Laurent Gbagbo, mais il apprendra ça à ses dépens. Et moi, j'ai dit aux gens que chacun n'a qu'à s'apprêter. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Que chacun s'apprête. Mais moi, j'ai dit, aucune blessure ne va sortir encore sur ma peau pour des élections. Moi, je le dis. Le temps que toi-même tu vas dire, moi-même, je t'attaque déjà. Parce que c'est dans ça qu'on est resté. Et puis, on a été blessé, on a été tué. Mais malgré ça, ça a été repris. On nous demande de faire toujours des sacrifices pour ceux qui nous ont tués. Et que c'est ça qu'on appelle la réconciliation. Mais est-ce que les gens voient clair? Nous, on a toujours dit ceci. Soundiata ne cesse de le répéter. Pour eux, là, on va se réconcilier lorsque Alassane Ouattara va prendre le tabouret pour dire Laurent Gbagbo, viens t'asseoir. C'est là on va parler de réconciliation. Mais nous, on leur a dit que c'est impossible. C'est qu'il n'y aura jamais de réconciliation dans ce pays-là. Ce modèle de réconciliation-là, ça ne marchera pas en Côte d'Ivoire. Tant que la vérité n'est pas dite, tant que les faits ne peuvent être reconnus par les bourreaux, on ne partira jamais à cette réconciliation. D'ailleurs, même nous, la classe éclairée pour vérité, on ne s'est jamais senti concerné par ça. Ils sont allés faire les one-man show à Paris, là, ça a donné quoi? Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné quoi? Qu'on nous fasse le bilan? Ça a donné quoi? Mais nous, on est restés sur notre position. Nous qui ont traité des vagues en guerre, des extrémistes, mais éclairés, je crois qu'ils nous envient aujourd'hui. Quand ils regardent les agissements de ceux-là, ils disent que la place éclairée pour vérité a raison. Mais comme ils n'ont pas le courage de venir nous féliciter, ils disent ça entre eux là-bas. Mais c'est parce que nous là,
Dieu nous a dotés de cette capacité-là à pouvoir voir les choses, les anticiper et prévenir. C'est ce qu'on a toujours fait. Mais à l'époque, quand on parlait, les gens pensaient qu'on était contre KKB. Mais on ne peut jamais être contre KKB au regard, je dis bien au regard de la prise de position de KKB en 2020. On ne peut pas être contre Kwadjo Kona Berté. Jamais. Si nous le faisons, c'est que nous sommes des personnes ingrates. Mais nous, on n'est pas ingrats. Mais nous, on a dit, la réconciliation telle que voulue par, comment on appelle ceux-là, nous, on ne s'inscrit pas dans ça. On va aller à la reconnaissance des faits et puis on va parler si on doit se pardonner. Mais il faut que la justice soit en première ligne. C'est ce que nous avons dit. Les nations que vous prenez en exemple, c'est comme ça ils ont passé, ils n'ont pas brûlé les États pour aller, comme on appelle, de deal politique en deal politique. Ils ont affronté les faits, ils ont affronté la réalité. Et les bourreaux ont reconnu leur tort. Et c'est ce qu'on appelle une nation. Mais quand on veut catégoriser les citoyens, mais on ne peut pas parler de nation. Et la Côte d'Ivoire est loin d'être une nation. La Côte d'Ivoire est très loin d'être une nation. Catégoriser les Ivoiriens et vouloir que ceux qui ont été tués, qu'ils fassent, comme on appelle, des sacrifices, des gens qui ont été, que les bourreaux sont rentrés, on leur donnait 305 000 francs. Ça, c'est pas suffisant. On lui dit non, il faut faire des trucs. Bon, mais remettez Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et puis on va voir ce que ça va donner. Vous allez apprécier. Chacun de nous va lire l'heure. Remettez-le sur la liste électorale et puis vous allez voir. En tout cas, flouez les décisions de justice là, comme on l'a fait au pied, et mettez le monsieur là sur la liste électorale et on va voir. Mettez-le dedans. Vous allez voir. Où ils sont là dans leur camp là. C'est la dépendance totale. Si vous voyez, ils sont comme ça, il faut les comment on appelle, les conférences de presse par-ci par-là, qui ont ni tête là. C'est ça. Ça veut dire que la justice a frappé là où ça fait mal. Et ils savent que les carottes sont cuites. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut crier au loup pour montrer que non, il n'y a pas de... Non. Et la CEI là, elle est indépendante. La CEI est indépendante. La CEI n'est pas une organe juridictionnel. C'est la justice qui a parlé et qui a ordonné. Donc la CEI a appliqué. Donc vous les politiques qui aiment faire les deals là, vous les politiques qui aiment faire les deals, vous qui dites que vous parlez à l'oreille du président, oui, parlez-toi à l'oreille du président, mais ne parlez pas de ça. Hein. Son oreille là ne veut même pas entendre ça. Ne parlez pas de ça. Et je dis, si jamais cette loi-là arrive à l'Assemblée nationale, nos députés RDR d'abord, les députés RDR d'abord, c'est à eux que moi je m'adresse. Pensez au carré des martyrs d'Abou Baoulé. Pensez au charnier. C'est la faute de Laurent Gbagbo. Vous n'allez pas faire ça. Mais cette loi-là aussi, là, ne va pas arriver à l'Assemblée nationale là-bas. Elle ne va pas arriver à l'Assemblée nationale. Donc il faut que ça s'arrête. Et frère, vous avez vu ce qui se passe au Sénégal? Vous avez vu? Regardez la méthode choisie par Ousmane Sonko. C'est la même méthode là que les gens voulaient appliquer ici avec les étudiants. Vous savez que Ousmane Sonko s'est appuyé sur les étudiants pour manipuler les étudiants. Mais c'est là, moi, je vais dire au peuple sénégalais de faire très attention. De faire très attention. Et Clara a dit des choses qui m'ont fait rappeler les débuts de la rébellion. Et moi, je me souviens, on était venus en vacances parce que moi, je fréquentais à moi. Et nous sommes arrivés en vacances au village pour aider les parents dans les travaux champêtres. Et un jour de marché comme ça, et on voit les Kouarabis qui sont venus au village là-bas, qui ont rempli tout le village. Puisque moi, mon village est à 12 km de Kourou. Tout le village, jour de marché. Voilà la débandade. Et on avait signifié qu'il y avait des gendarmes, effectivement, des gendarmes étaient là. Ils sont venus les pourchasser. Voilà, après, on dit tout est calme. Et les gens ont commencé à dire non, que ça va pas. Nous, quand on a analysé la situation là, nous, on a dit ça, on est parti pour de bon. Hein. C'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Mais tout le monde était fatigué.
Et on a vu ce que ça a donné. Ça a pris des années, on a pris du retard, mais que le Sénégal se servit en tout cas essaie de voir où il y a eu ce genre de situation pour comprendre que ce n'est pas bon pour le Sénégal. Mais regardez en si peu de temps les dégâts qu'il y a eu au Sénégal. Mais quand vous regardez le comportement de Ousmane Sonko, mais Ousmane Sonko, c'est Soro Guillaume, c'est Blé Goudé. C'est cette génération de politiques-là, de politiciens-là, qui n'ont ni projet de société, qui ne peuvent rien apporter à la nation, comme on appelle, à leur nation, qui veulent coûte que coûte prendre le pouvoir pour se venger. Vous savez qu'il est de la Casamance. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, la plupart des Casamancés sont derrière lui pour mener un combat, pour dire qu'ils ont été marginalisés, lésés, qu'ils ne sont pas considérés comme des Sénégalais. Mais quand vous voyez déjà une lutte, souvenez-vous de Laurent Gbagbo avec le Guébié, de Kragbe Nyangba avec le Guébié. Vous pensez que des gens comme ça sont là pour aider, comment on appelle le peuple? Ousmane Sonko ne peut rien apporter comme on appelle au Sénégal. Moi, je le dis. Non, éclairé. On a parlé aujourd'hui, non? On sera là un autre jour pour faire le bilan. Si les Sénégalais s'amusent, si Macky Sall s'en va, et que les Sénégalais s'amusent, je ne dirais même pas dans cette situation-là, mais s'ils s'amusent un jour pour donner ce pouvoir-là à Ousmane Sonko, le Sénégal est parti pour de bon dans le chaos. C'est un dictateur endurci qui est là. Nous, on connaît cela. Et c'est soviétique. Moi, je vais le dire comme ça, je l'appelle, c'est soviétique. Parce qu'il a le soutien de la Russie. Et les gens sont à fond dans la manipulation. Et moi, hier, j'étais en train de regarder, de suivre l'invité de TV5. Et il y a une députée de Ousmane Sonko, je crois, qui a parlé, et qui a lancé un appel pour dire que Macky Sall, les gens doivent rester dans les rues jusqu'à ce que Macky Sall parte. Vous avez vu, c'est quelle méthode d'acquérir le pouvoir comme ça? C'est pas ce que Laurent Gbagbo a fait ici. Mais regardez la désolation qu'on a vue dans ce pays-là. Sans projet de société. Leur seul projet de société, c'est la violence. Descendez dans la rue, le pouvoir se trouve dans la rue. Non, le pouvoir ne se trouve pas dans la rue, le pouvoir se trouve dans les urnes. Le pouvoir se trouve dans les urnes. Mais c'est ce que Ousmane Sonko est en train de faire au Sénégal. Et les gens le suivent aveuglement. Regardez le policier qui a été tué. Ils ont été pris à partie par la foule. Les autres ont réussi à se sauver en voulant sauver l'autre gars. Eux aussi, ils étaient livrés à la mort. Ils étaient obligés d'abandonner le policier qui a été tué avec des coups de cailloux. Vous voyez? Et là, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais est-ce que vous avez vu Macky Sall parler? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé leur propagande russe. Ils font des tweets au nom de Macky Sall pour dire que Macky Sall appelle à la retenue, Macky Sall appelle tant, les Sénégalais. Macky Sall n'a pas fait de communiqué. Vous avez vu l'intoxication. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, leur problème, ce n'est plus que le procès de Ousmane Sonko, c'est un prétexte pour mettre le Sénégal à feu. Malgré les avancées économiques que le président, ou bien sur le plan infrastructurel, que le Sénégal a eu avec Macky Sall. Mais on veut mettre ça à terre pour un jeune vagabond qui ne peut rien apporter au Sénégal. Moi c'est comme ça, je vais le dire. De vous à moi, vous regardez Ousmane Sonko là. Qui peut me dire ce qu'il peut apporter au Sénégal? Mais éclairez, le drame dans ça, c'est que quand vous prenez le plan de la sécurité, dans notre sous-région, dans le golfe de Guinée, mais il n'y a que le Sénégal et la Côte d'Ivoire sur qui les gens s'appuient pour lutter contre le terrorisme. Mais si le Sénégal venait à, comme on appelle, être déstabilisé, mais il va rester la Côte d'Ivoire sur qui on peut compter pour lutter contre le terrorisme. Mais on va connaître des déplacés. Donc il faut craindre à ce niveau. Mais ce que je voulais rassurer aux Ivoiriens,
C'est qu'ils ne comparaient pas le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Pour Mali a commencé, ils ont dit après c'est la Côte d'Ivoire. Burkina après c'est la Côte d'Ivoire. Guinée après c'est la Côte d'Ivoire. Ils vont toujours parler. Laissez, restez serein. Restez serein. Mais ce que je dis, c'est au niveau de l'insécurité, puisque ce sont les deux pays phares. Et vous regardez aussi au niveau de l'espace, UEMOA, mais c'est pareil. Mais quand on vient déstabiliser un pays comme le Sénégal, mais le poids va se reposer aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire. Vous avez vu? Donc voilà un peu ce à quoi on sera confronté peut-être dans les jours à venir. Mais je crois que la situation n'est pas aussi alarmante au Sénégal, puisque le président Macky Sall n'a pas encore produit de communiqué et les choses vont. Mais comment on condamne une personne et vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec ça? Mais quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est votre droit. Mais est-ce que vous avez le droit de casser tout dans le pays? Mais quand même quand vous cassez pour Ousmane Sonko, si Dieu fait un jour qu'il arrive au pouvoir, mais ce qui a été cassé, qui va faire? Et moi je le dis, si les Sénégalais se trompent éclairés pour donner le pouvoir à Ousmane Sonko, les Sénégalais vont regretter, en tout cas, sa venue au pouvoir toute leur vie, des décennies et des générations. Ils vont regretter ça. Vous-même, quand vous le regardez là, on n'a pas besoin d'être un médium pour le savoir. Il ne peut rien apporter au Sénégal. Quelqu'un d'abord qui dit qu'il faut acquérir le pouvoir par la rue, il faut s'en méfier. On a vu tout ce qui s'est passé. Et donc, j'ai revenu au RADP pour finir, pour dire que le RADP est en deuil. J'aurais pu même commencer par ça. On a un candidat, le candidat du RADP, Ndoussi, qui a même participé à la présentation et qui est décédé, je crois, le 31 mai, des suites d'une courte maladie. Et vraiment, nous, disons Yakou à la famille RADP et aussi à sa famille biologique, et puisse Allah l'accueillir dans son paradis Firdaus et accorde en tout cas le paradis à notre candidat. Ça aussi, c'est la vie. Et on dit l'homme propose et Dieu dispose. Personne n'aurait cru, et lui-même, si on lui disait, il n'allait pas croire. Donc voilà pourquoi, dans la vie, il faut poser, il faut avoir un bon comportement. Il faut poser des actes qui peuvent parler de toi après ta mort. Et je crois que c'est la vie, c'est la décision de Dieu. On n'y peut rien. Et vraiment éclairé, prions pour lui, prions pour le repos de son âme. Mais il sera remplacé par un autre candidat que le RADP va choisir, puisque les dossiers n'ont pas encore été déposés à la CEI. Donc là, il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais tout qu'on fait, c'est une vie humaine et il faut beaucoup compatir à la douleur de la famille biologique ainsi qu'à la famille RADP. Et c'est une famille, comme le président Hassan Ouattara l'a souhaité. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas au rythme du RADP. Et dans son gouvernement, vous aurez pu le constater, les 31 régions sont représentées. Et là, on ne peut jamais traiter le RADP de parti sectaire, comme beaucoup de personnes qui ont voulu intégrer le RADP par gourmandise sont en train de taxer le RADP de parti sectaire, mais je dis que c'est le contraire. Donc voilà un peu la triste nouvelle, et c'est choquant, mais on fait avec. Et quand on est, on grandit, et un jour on part. Et puisse le Seigneur l'accueillir dans son paradis, et vraiment c'est un peu ça. Et le dimanche aussi, il y aura la présentation de Kandia Kamara ici au complexe sportif d'Agogo, et c'est ce dimanche-là, à partir de 8h. Et le RDP est véritablement sur le terrain, et il y a beaucoup de choses, et comme aussi je l'avais dit, il y a des candidats aujourd'hui qui se retrouvent, comme on appelle, en difficulté sur le terrain, mais cela est dû à leur négligence ou encore du fait qu'ils n'ont jamais été sur le terrain. Aujourd'hui, ça leur retombe sur la tête, alors qu'on les avait prévenus ici. Et je crois que dans la vie, là, ce sont tes actes qui vont parler de toi.
Le président Hassan Ouattara ne parle pas, il n'a jamais dit à quelqu'un que c'est celui qui a fait ça. Mais c'est les gens qui parlent de lui, c'est les gens qui parlent de ses actes qu'il a posés. Et c'est comme ça, chacun de nous doit marcher. Et tous les candidats qui ont été choisis, et ceux qui étaient là, et c'est comme ça, ils devaient le faire. Parce qu'aujourd'hui, si tu t'en sur le terrain et que tu dis le nom du président Hassan Ouattara, mais ça veut dire que toi, tu n'es même pas quelqu'un qu'on devait choisir. Tu ne dois pas dire le nom du président. Ce que tu as fait par le passé, et là, il faut le faire. Je vous ai déjà dit, comment on appelle, le candidat qui est en train d'appeler l'indépendant pour lui dire de rejoindre son équipe, parce que partout où il est passé, on lui a dit, il était avec nous aussi, dans les baptêmes, dans les moments de tristesse, dans les funérailles, en tout cas dans les anniversaires, il payait les ordonnances, même quand c'est 1000 francs. Aujourd'hui, avec sa grosse fortune, la personne même n'a même pas pu poser quelque chose là-bas. Donc aujourd'hui, la personne est restée comme ça. Et aujourd'hui, elle est en train de pleurer. Et il y a beaucoup de candidats qui sont comme ça. Donc vraiment, aider le président, mais de grâce, ne partez pas le nom du président. Tout le monde sait que tout ce qui a été fait dans le pays, c'est le président. Vous n'avez pas besoin de rappeler ça aux populations. Si vous le faites, vous êtes des incapables. Bonne soirée à chacun. Merci. Merci infiniment, le roi du printemps. Vous êtes parti d'un aspect historique. Aujourd'hui, ça fait partie aussi de nos stratégies de communication. Souvent, on laisse les gens s'exprimer à fond et c'est pourquoi vous verrez que toutes les personnes qui ont pu aujourd'hui parler, vous voyez, on les laisse aller jusqu'au bout de leurs idées. Et c'est très important pour nous parce que ça participe aussi à dire les choses comme les gens l'entendent et après, on coupe ces séquences-là pour essayer de le faire. Et vous êtes parti de fort belle manière et vous avez bien argumenté et vous avez eu le temps. C'est nous qui vraiment en sommes très ravis. On vous dit merci aussi pour tout le rappel que vous avez effectué. Je crois que cette séquence, à elle seule mise à part, ça va interpeller beaucoup de personnes qui vont se dire, il y a eu une Côte d'Ivoire d'hier et donc il faut faire attention. Ça a permis de rappeler beaucoup de détails que beaucoup ignorent aujourd'hui, soit par mauvaise foi ou soit même peut-être parce qu'ils ne le savaient pas. Et aujourd'hui, tout est là en face de vous.